Salut à tous, alors aujourd'hui on va faire un petit tuto sur comment réaliser un bon PBO, donc étape par étape, pour tous les processeurs globalement AMD qui sont plutôt récents, donc après les séries 2000. Alors donc pour aujourd'hui j'ai mis mon processeur à stock, donc j'ai fait un user diag pour qu'on compare avant et après, donc ça sera plus simple pour la comparaison. Dans ce user diag on va voir au niveau des fréquences déjà. En single core, on est à 5.46 en moyenne, 5.49, voilà, donc 5.46 on va dire. Donc ça c'était pour le single core, ça c'est le multicœur. Donc là on voit que sur le CCD0, on est aux alentours de 5.20, 5.19 et sur le CCD2 on est à 5.10, 5.12 de moyenne je pense à peu près. Donc si vous voulez savoir comment bien utiliser UserDiag, on a fait une vidéo précédemment, vous pouvez aller la voir. Charge gaming, donc la charge gaming, bon, rien d'anormal, on est autour des 5.40 environ, en dessous au début. Voilà, donc on va comparer les fréquences entre avant et après. Donc là, je suis même pas en PBO auto, je suis vraiment en PBO disable. Donc il est complètement désactivé. Donc le processeur est complètement stock, hormis le FCLK que moi j'utilise à 2167. Donc voilà, mais ça impactera peu les fréquences. Donc à titre de comparaison, dans tous les cas, que ce soit avant et après le PBO, on aura toujours un FCLK de 2167 MHz, voilà, 180 de moyenne on va dire. Donc je vais aller dans le BIOS et je vais vous expliquer les différentes étapes pour faire un bon PBO. Donc on se retrouve tout de suite dans le BIOS. A few moments later. Nous voilà dans le BIOS. Donc maintenant, une fois qu'on est dans le BIOS, on va pouvoir accéder à l'onglet Overclocking dans le menu Advanced CPU Configuration, AMD Overclocking, pression boost override. Donc ici, on va mettre tout en bas Advanced, voilà, pour pouvoir avoir tous les réglages que l'on veut. Donc PBO limite, on va définir les limites manuelles. Moi j'aime bien mettre en manuel pour pouvoir contrôler complètement la consommation. Donc le premier onglet PPT limite, c'est la consommation maximale. Là on était à 162 à stock. Donc on va mettre la même chose, on va mettre 162. Ensuite TDC, donc on va mettre 150 ampères. Alors vérifiez bien une fois que vous avez mis vos valeurs que vous êtes bien en ampères et en watts et non pas en milliampères, milliwatts. Que si vous êtes en milliampères, milliwatts, vous devrez rajouter 3 zéros aux valeurs. Si par exemple vous voulez que votre processeur soit bloqué à 120 watts, imaginons, vous êtes en milliwatts dans ce cas-là. En milliwatts, on rajoute 3 zéros, donc ça ne fera pas 120, ça sera 120 000 pour avoir 120 watts évidemment. Pareil pour les ampères. Donc TDC, EDC, ça sera la même chose, il faudra rajouter 3 zéros. Ensuite, donc moi EDC, je vais mettre 170. Pour les valeurs, pour savoir quelle valeur mettre sur les limites, comme point de repère pour être quasiment sûr que ce soit bon et que vous soyez large, que ça marche correctement, vous prenez la consommation max que vous attribuez à votre processeur, donc le PPT limite, et en fonction du PPT limite, vous enlevez entre 10 et 15 selon le processeur pour trouver le TDC. Généralement, vous serez à la bonne valeur pour le processeur en load. Alors certains processeurs ils pourront prendre moins, d'autres un peu plus, ça dépend. Il y a un sweet spot à trouver, une valeur particulière à laquelle votre processeur sera légèrement meilleur et préférera cette valeur à une valeur toute proche mais qui est différente. TDC généralement, là comme j'ai mis moi, j'ai enlevé 12. Donc je suis à 12 de moins que le PPT en termes de valeur. Le EDC, moi j'ai tendance à mettre 10 de plus, entre 10 et 20 de plus. Donc là je passe de 162 à 170, on est à 8 de plus, bon, ça suffira largement. Ensuite, oui, il faut savoir d'ailleurs que le TDC et le EDC, plus les valeurs sont hautes, plus vos VRM de la carte mère vont chauffer en load. Donc si vous avez une mauvaise carte mère, faites attention et diminuez éventuellement la consommation et du coup par la suite le TDC, le EDC, voilà, ces valeurs-là ne les mettez pas trop si vous avez une carte mère vraiment entrée de gamme. Mais bon, si vous avez une carte mère entrée de gamme, vous n'aurez pas un processeur ultra haut de gamme ou double CCD qui consomme à balle. Ensuite, donc CPU Boost Clock Override. Si vous voulez gagner en fréquence, pour du single core généralement ça sera souvent valorisant pour vos scores. En multicore, ça sera très peu significatif, ça sera vraiment faible comme gain. Donc moi pour du daily, là on fait un exemple daily, je dépasse pas les plus 50 généralement. Donc là, imaginons, on va mettre disable. Parce que moi je veux un profil daily, je veux pas que mon processeur il chauffe trop. Je laisse en disable, comme ça on va voir vraiment juste grâce à l'algorithme et au curve optimizer comment ça va améliorer les fréquences. Donc
vous, votre processeur, une fois que vous avez choisi vos limites, vous faites comme vous voulez, mais je conseille de le laisser en disable pour le moment et vous pouvez affiner par la suite. Si vous voyez que vous avez vraiment besoin de mettre du boost clock, vous faites en positive, donc dans ce cas-là, vous mettez enable positive. Là, par défaut, vous êtes à 25. Vous pouvez mettre 50, 100, 200, 150, 125, c'est un palier de 25. Donc vous faites 25, 50, 75, 100, 125, jusqu'à 200. Le 200, c'est la limite max. Donc moi, je laisse en disable. Platform Thermal Throttle Limit, ça c'est si votre processeur chauffe vraiment beaucoup et que vous voulez le limiter absolument parce que vous n'arrivez pas à le contenir sous une certaine température. Dans ce cas-là, vous pouvez définir la température exacte à laquelle vous voulez que le processeur commence à se brider, qu'il ne dépasse jamais cette température. Mais si vous activez ça, attention, votre processeur va baisser ses fréquences pour tenir cette température. Donc vous allez perdre en performance si votre processeur et votre refroidissement ne suffisent pas à gérer. Donc moi, je laisse soit en auto, soit je mets 87 parce que je sais que mon processeur dépassera quasiment jamais cette valeur, donc je sais que mon processeur n'a pas besoin de se brider en dessous de ces valeurs, mais 87. Ensuite, GFX Curve Optimizer, ça on touche pas, c'est un Curve Optimizer, donc une baisse de tension pour votre partie graphique de votre CPU, donc ça ne sert à rien, globalement, personne n'en aura besoin. Ensuite, Curve Optimizer, donc ça c'est vraiment les cœurs de votre processeur, donc ça va être très important, c'est globalement je pense la chose la plus importante sur un bon PBO. Donc moi j'ai un double CCD, j'ai un Ryzen 9, donc si vous avez un Ryzen 9, vous faites pair CCD. En fait, les deux CCD ont différents bins. Donc le CCD numéro 1, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros le deuxième CCD, parce que le premier CCD s'appelle CCD 0. Le CCD 1 est moins bon que le CCD 0. Donc si vous avez un Ryzen 9, mettez pair CCD. Si vous avez un Ryzen 7, Ryzen 5, vous faites all core ou pair core. Ça c'est valable pour Ryzen 9, Ryzen 7, Ryzen 5. Si vous voulez mettre un curve optimizer pour chaque cœur de votre processeur. Donc dans ce cas-là, il faut savoir que les valeurs, il faudra les attribuer pour chaque cœur, donc ça sera très long, il faudra tester la stabilité. Donc voilà, pour cette vidéo, ça sera beaucoup trop long. Donc moi je vais mettre pair CCD. On va y aller au plus simple pour que tout le monde puisse faire un bon PBO seul. Donc le CCD 0, donc ça c'est le meilleur. Donc là vous mettez négatif parce que nous on veut, si on met positif, on veut pas rajouter de la tension, ça va être mauvais. Ça va rajouter de la température de notre processeur. Donc nous on veut baisser en tension sur les deux CCD. Pour la valeur du CCD 0, sur les processeurs Zen 4 et 5, donc les 7000 et 9000, vous pouvez sur la plupart descendre autour des -20. Donc ça sera stable pour quasiment tous les CPU, -20. -15 c'est quasi sûr que tous les CPU le prennent. -20 c'est un peu moins sûr, mais vraiment la quasi-totalité des bins permettent de descendre à -20, à part certains CPU qui peuvent parfois être un peu plus compliqués, notamment j'ai eu un cas récemment sur le 7700X qui n'acceptait pas un -20, à voir, mais normalement c'est stable sur quasi tous les bins. Quelqu'un qui peut avoir un autre 7700X peut très bien être stable à -20, ça dépend des bins. Donc pour la valeur, moi je vais mettre, donc je sais que mon CPU est stable parce que j'ai déjà testé mon CPU, ça fait plusieurs mois que je l'ai, je sais qu'il prend -25 à stock très facilement. Moi, pour la vidéo je vais faire un truc plus basique pour tout le monde, voilà, pour montrer qu'il y a déjà des gains sans forcément connaître les valeurs les plus hautes acceptables par votre CPU. Je vais juste montrer un -15. Et pour celui-ci, je vous conseille pour le deuxième CCD, donc pour tous ceux qui ont un Ryzen 9, de mettre 5 de moins ou de plus, hein, selon comment on le voit, hein, du coup théoriquement. Mais donc vous descendez de 5 la valeur que vous avez mise au CCD 0 pour le CCD 1. Donc là je suis à 15, j'enlève 5, on passe à 10. Je mets 10. Curve Shaper, vous l'aurez pas tous. Le Curve Shaper il est disponible que sur les derniers BIOS des cartes mères avec les Ryzen de Zen 5, donc les 9000. Normalement les Ryzen 7 vous ne l'aurez pas, à moins que vous ayez une B850, je suis pas sûr, mais à tester, ou une X870. Mais je crois que c'est que les Zen 5 qui l'ont de disponible, il me semble. Donc voilà, donc là on a fait notre PBO. Donc là déjà, indirectement, sans mettre le PBO limite qui est ici, ni le Curve Optimizer, juste en activant, donc en fait en mettant en Advance, automatiquement ça active le PBO. Et comme le PBO c'est un algorithme, même si je laissais tout en auto une fois que j'ai mis en Advance, mon processeur aura déjà un gain, même sans Curve Optimizer, parce que l'algorithme va faire booster les cœurs plus fort, simplement. Bon, là, le principe d'un PBO, c'est pas juste de faire enable et waouh, je suis content, j'ai gagné 2% de perf. On peut aller beaucoup plus loin, donc autant en profiter. Donc là, on a fini. On a mis nos petits onglets principaux. On a défini notre limite manuelle, notre thermal throttle limit. Donc voilà. Maintenant, on sauvegarde. Je vais faire un user diag et ensuite, je vais vous retrouver pour comparer les avant et après des deux user diag. À tout de suite. A few moments later. Donc voilà, j'ai fait le user diag, donc à gauche le avant, à droite le après. La durée de démarrage c'est normal, c'est les plus longue, c'est parce que tout simplement j'ai le check-up de la carte mère, donc forcément ça a duré plus longtemps vu que j'ai fait des modifications dans le BIOS. Donc au niveau des températures, déjà on voit que
on a gagné 1 degré avec le PBO, ce qui est plutôt normal. Au niveau des consommations, c'est complètement similaire, hein, 32 watts, 91 et 162, bon, on est à peu près similaire. Ensuite, au niveau des tensions, on voit qu'ici, on est plus élevé qu'après PBO. Ça, c'est grâce au Curve Optimizer. Donc, on va passer maintenant aux fréquences. Single core, on voit qu'avant, on était à 5,50, 5,49. On est passé à 5,59 sans toucher au boost lock. Donc, on a gagné 0,1 GHz. Donc, on a déjà bien gagné. Ensuite, ici, on voit qu'on a également pas mal gagné parce qu'on était à 5,20 et 5,10 au même endroit, donc à 12. Et donc là, on est à 5,40 et 5,20, 5,15. Donc, on a bien gagné également. Ici, on est à 5,15,5. Et ici, avant PBO, on était à peine 5 et en dessous de 5 pour le deuxième CCD. Donc, on voit qu'on a déjà bien gagné et pourtant, je suis à un PBO très classique. Donc, je ferai bientôt prochainement une prochaine vidéo plus détaillée au niveau du PBO et des différents paramètres dans le BIOS. J'essaierai peut-être de faire une vidéo complète avec différents tests de différents PBO. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, etc. Tout comme d'habitude, hein, on connaît le référencement. On se retrouve pour une prochaine vidéo et ciao ciao.